Jeudi 9 novembre 2023, bonjour et bienvenue dans le 13h de RTI 1, journal que vous suivez donc à présent. Le vice-président de la République a échangé hier avec la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire qui estime que les relations entre la Côte d'Ivoire et son institution sont excellentes au regard du portefeuille des projets financés par l'institution dans le pays qui se chiffre à 6,2 milliards de francs CFA. En fin de journée, hier mercredi, le Premier ministre Robert Mambébegré a eu une séance de travail à la primature avec Isabelle Guzman, chef administrateur des petites entreprises américaines. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays via le partage d'expériences et d'opportunités d'affaires. Le Qatar négocie la libération d'une dizaine d'otages pour moitié des Américains détenus par le Hamas dans la bande de Gaza en échange d'une trêve humanitaire de 3 jours, ce qui confirme une nouvelle fois le rôle clé mais complexe de la monarchie du Golfe. L'Émirat n'entretient pas de relations diplomatiques officielles avec Israël, mais est un partenaire clé des États-Unis. Le vice-président Tiemoko Melie Kone a reçu hier au palais de la présidence de la République la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et la Guinée. Marie-Chantal Ouani Liguira et Tiemoko Melie Kone ont échangé sur les relations de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, ainsi que sur la prochaine participation du pays à la COP28, la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU prévue fin novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Reportage. Sur le sol ivoirien, en sa qualité de directrice des opérations de la Banque mondiale, Marie-Chantal Ouani Liguira est ce mercredi au palais présidentiel. Elle y est reçue par le vice-président de la République Tiemoko Melie Kone. La directrice des opérations de la Banque mondiale dit être venue dans le cadre de la promotion du partenariat entre cette institution de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire qui pour elle reste un exemple de développement en Afrique. Pour moi, reprenant cette fonction, je pars sur un point de départ qui est excellent. Les relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire sont excellentes. C'est démontré par le programme que nous avons ici, qui se chiffre à plus de 6 milliards, 2,2 de dollars. C'est assez important et qui couvre beaucoup de secteurs. C'est un programme qui s'exécute très bien. Et nous pensons que, vu le poids de la Côte d'Ivoire, non pas seulement pour le pays, mais pour la région, nous pouvons continuer à faire plus. Donc j'ai discuté avec son Excellence, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire plus? Les pays ont été touchés par les multiples crises et c'est le moment ou jamais que nos clients ont besoin de nous. Et je suis heureuse et contente de l'appréciation des efforts de la Banque ici en Côte d'Ivoire, mais aussi comment on peut faire encore plus. La Côte d'Ivoire assume le leadership au niveau de l'Afrique en matière de discussion sur le changement climatique qui touche nos pays. Et je voulais échanger avec son Excellence avant le sommet de la COP28 parce que je suis convaincue que la Côte d'Ivoire va porter la voix de la Côte d'Ivoire, mais la voix de l'Afrique aussi. Parce que l'Afrique a quelque chose à donner en contrepartie, en absorbant les carbones qui sont émis par les autres pays. Mais en même temps, l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, a vraiment des programmes que le monde entier peut appuyer pour s'assurer que la Côte d'Ivoire continue à jouer son rôle. Depuis juillet 2023, qu'elle est à ce poste, la directrice des opérations de la Banque mondiale, qui est de nationalité rwandaise, s'occupe de 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et la Guinée.
Un reportage du duo Jérôme Kofi Abola et Jérôme Begré. Isabelle Guzman est la première responsable de Small Business Administration des États-Unis. Elle est donc l'administrateur des petites entreprises américaines. Elle était hier au cabinet du Premier ministre Robert Mambé-Begré. À l'issue de la rencontre, Isabelle Guzman indique que les entreprises, qu'elles soient américaines ou africaines, sont confrontées à des défis communs, notamment l'accès au financement à faible coût et au développement de leurs compétences au niveau technologique. C'était au micro d'Alexis Ouedraogo. Isabelle Guzman, administratrice de Small Business Administration des États-Unis, était ce mercredi à la primature. La structure qu'elle dirige est une agence indépendante du gouvernement américain ayant pour objectif d'aider, conseiller, assister et protéger les intérêts des petites entreprises américaines. Tout d'abord, exprimer mes remerciements pour l'accueil chaleureux dont j'ai bénéficié depuis mon arrivée ici en Côte d'Ivoire et surtout l'esprit d'entrepreneuriat auquel j'ai assisté et qui est très remarquable. Ma présence ici, qui est la toute première visite d'un administrateur de la SBA des États-Unis en Afrique de l'Ouest, se place dans le cadre de la vision du président Joe Biden qu'il a exprimé, laquelle vision est de renforcer les liens de coopération entre les pays de la zone, en particulier également la Côte d'Ivoire et les États-Unis, en termes d'entrepreneuriat et de développement des entreprises. Au sommet des chefs d'État qui a eu lieu aux États-Unis, le président Joe Biden avait exprimé sa volonté de voir les liens de coopération et d'échange être renforcés entre les États-Unis et les pays d'Afrique de l'Ouest. Et cela passe par beaucoup d'actions, dont par exemple l'innovation technologique, le développement des entreprises dirigées par les femmes, les jeunes et toutes ces choses ensemble qui devraient concourir à créer la prospérité de ces entreprises, ce qui suscitera la richesse et le développement mutuel de nos différents pays. Je suis donc ici pour pouvoir faire avancer cette vision du président Joe Biden pour la prospérité mutuelle de nos pays, le développement mutuel des États-Unis et de la Côte d'Ivoire. Pour Guzman, les entreprises, qu'elles soient américaines ou africaines, sont confrontées aux mêmes réalités, notamment la difficulté d'accès au financement à faible coût et le développement de leurs compétences au niveau technologique. Pour l'administratrice, des programmes tels que DigiFam et Millennium Challenge Corporation constituent des actions menées par le gouvernement américain en vue de renforcer la coopération avec les États africains. Et tout de suite après cette rencontre, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie a procédé toujours dans les locaux de la primature au lancement de l'atelier Cannes pour passer en revue toutes les étapes de l'organisation de cet événement d'envergure qui se doit d'être parfaite. Un point détaillé des tâches a été fait par les membres du COCAN. On reste avec Alexis Ouedraogo. C'est une rencontre pour n'oublier aucun détail. Un rendez-vous présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et qui vise à mettre en exergue tous les segments afférents à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Objectif, offrir à la Côte d'Ivoire et au monde entier la plus belle CAN jamais organisée dans l'histoire de cette compétition. Quand on sait que le chef de l'État n'a pas hésité à donner les moyens nécessaires pour que nous puissions réussir cette organisation, alors on tire une seule conclusion. L'enjeu est de taille. Nous n'avons pas le droit d'oublier des détails qui feront la différence. Ne rien oublier pour relever le défi d'une organisation parfaite et surtout pour répondre à l'engouement que suscite cet événement dont l'organisation est prévue en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre appelle à un engagement total du comité d'organisation. Que chacun de nous engage sa responsabilité, son image et sa réputation. Les grands directeurs que je vois, les experts que je vois, ce n'est pas la peine d'écarter notre nom pour aller accueillir des gens. Vous allez à l'aéroport et puis les cars ne sont pas là. On n'a pas prévu de chapiteaux pour accueillir et puis les gens se retrouvent en train de chercher leurs bagages
ça ferait désordre. Je vous demande pardon. Vous êtes très respecté. Que cela aille jusqu'au dernier qui va quitter la Côte d'Ivoire pour regagner son pays. Je vous confie le premier de tous ceux qui viennent pour la CAN à l'aéroport. Je vous confie le dernier qui est venu pour la CAN qui va quitter la Côte d'Ivoire pour regagner son pays, de sorte à ce que entre les deux, tous les ingrédients qui composent son séjour soient pris en charge, suivis et réalisés à la perfection par les COCAN. Vous en êtes capable, je sais. Un défi qui devra être relevé tout en restant dans les limites du budget alloué. Il y a une hypothèse de base que nous devons respecter. Pas un centime de plus, on reste dans le budget. Et on fait toutes les tâches. Le COCAN au grand complet, avec à sa tête Albert François Amichia, était réuni autour du chef du gouvernement pour exposer ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire pour une organisation sans tâche de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les sénateurs, membres de la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat, ont adopté cette semaine à Yamoussoukro, à l'unanimité des membres présents de la Commission, le projet de loi portant statut général de la fonction publique présenté par Anne-Désirée Ouloto. La ministre d'État rassure que le texte est consensuel et qu'il a vu la participation des centrales et fêtières syndicales. Les précisions de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. C'est en compagnie de Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, que Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, prend place à l'hémicycle. Elle présente devant la Commission des affaires sociales et culturelles un nouveau statut général de la fonction publique. Il se veut moderne et adapté au temps nouveau. Il s'agit là d'une loi qui encadre la gestion de la vie de nos fonctionnaires, de leur carrière, depuis le recrutement jusqu'au départ à la retraite. C'est un texte extrêmement important qui encadre les droits, les obligations et les devoirs du fonctionnaire. Le statut général de la fonction publique tourne autour de 2 points majeurs. L'organisation des emplois, droits et obligations du fonctionnaire et la gestion de la carrière du fonctionnaire. Emploi, grade, formation professionnelle, discipline, congé de paternité, tout y passe. Il est le fruit de la vision partagée avec les fonctionnaires. Nous pouvons saluer l'avènement de nouveaux droits qui sont accordés à nos fonctionnaires. Et celui que j'aime le plus parmi ces droits, c'est le droit à la formation professionnelle, qui permettra à d'autres administrations d'être une administration publique performante, efficace, grâce au professionnalisme régulièrement mis à jour de nos fonctionnaires. C'est à l'unanimité que les sénateurs membres de la Commission des affaires sociales et culturelles ont dit oui à ce statut général de la fonction publique. De Yamoussoukro, donc on rentre à Abidjan où plusieurs dizaines de véhicules et du matériel informatique de pointe ont été remis hier mercredi par le ministre d'État, ministre de la Défense, aux forces armées de Côte d'Ivoire et à la maréchaussée pour accroître leur mobilité, entre autres véhicules et équipements informatiques d'une valeur totale d'environ 3 milliards de francs CFA. Reportage Godefroy Okambawa avec la collaboration technique de Joël Gomez. Des véhicules de commandement, de patrouille et de transport de troupes, au nombre de 74, des moyens roulants auxquels s'ajoute du matériel informatique, viennent renforcer les capacités opérationnelles des forces armées, de la gendarmerie et de l'administration du ministère d'État, ministère de la Défense. La dotation de ce jour vient, encore une fois, renforcer et consolider la dynamique entreprise par Monsieur le ministre d'État de voir nos armées accroître leur professionnalisme et conserver leur dignité retrouvée. Monsieur le ministre d'État, nous sommes bien conscients des énormes efforts que vous ne cessez de fournir pour que ces dotations soient possibles. Aussi voudrais-je, au nom des bénéficiaires de ce jour, vous assurer de notre engagement à toujours remplir nos missions avec une conscience professionnelle sans faille
et surtout à faire de ces matériels le meilleur usage. Une dotation du président de la République Alassane Ouattara qui démontre l'attachement de l'État à garantir aux forces armées de Côte d'Ivoire de meilleures conditions de travail. Je voudrais, après le général Sako, exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui n'a de cesse à faire en sorte que les forces armées de Côte d'Ivoire soient dotées de moyens leur permettant de remplir dans les meilleures conditions les missions qui leur sont confiées. Dans 2 mois, nous allons faire face à un événement d'une extrême importance. La Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire, au mois de janvier prochain. Et c'est le lieu de demander aux forces armées de Côte d'Ivoire de se mobiliser pour faire en sorte que cet événement soit un succès. Donc ces mobilités, je suis sûr, participeront à faire en sorte que vous puissiez remplir de façon satisfaisante cette mission. Le coût de ces 74 véhicules et le matériel informatique est estimé à près de 3 milliards de francs CFA. L'année judiciaire écoulée, c'était du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Pendant cette période, la Cour d'appel de Bouaké a rendu 852 décisions, toutes matières confondues, sur un ensemble de 915 affaires pour lesquelles elle a été saisie. L'année judiciaire 2023-2024 a démarré avec l'audience solennelle de rentrée qui s'est tenue hier au tribunal de première instance à Bouaké. 8 magistrats d'expérience ont également été installés dans leurs fonctions suite à leur nomination. Djeneba Ouattara, Corona Soro, RTI Bouaké. Je jure. Je le jure. Séraphin Koulibaly, Anne Ndri Kwaku, Aïssi Nzoué Isabelle, Akpata Akissi Jeanne Georgia. Des nouveaux magistrats qui, avec 8 autres, font partie des effectifs du ressort juridictionnel de la Cour d'appel de Bouaké. Ils prendront fonction à la Cour d'appel, au tribunal de première instance de Bouaké et à la section du tribunal de Bondoukou. Cette double cérémonie de prestation de serment et d'installation des nouveaux magistrats marque l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour d'appel de Bouaké au titre de l'année 2023-2024. Rentrée judiciaire tenue en présence de Kwasi Bernard, directeur de cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et des autorités locales. Occasion pour le procureur général de dresser le bilan de l'année écoulée et envisager les perspectives. La Cour d'appel de Bouaké, modestement, a atteint l'essentiel de ses objectifs. Nous essayons d'aller chaque jour de l'avant parce que nous ne nous satisfaisons pas de l'existant. Et nous entendons maintenir l'effort, sinon faire un peu plus que ce qui a été fait l'année passée. Nous sommes engagés à améliorer le délai de traitement des dossiers. C'est vraiment notre cheval de bataille. Le premier président de la Cour d'appel de Bouaké encourage les nouveaux entrants et les exhorte au travail. L'engagement auquel vous êtes astreint en vous présentant devant cette Cour ne doit jamais faiblir. Cette profession qui est la vôtre est exaltante en raison de la mission qui lui est assignée, mais extrêmement exigeante. Elle vous procurera beaucoup de bonheur si vous en respectez les règles, mais des misères si vous vous en affranchissez. Vos chefs, qui ont le devoir d'assurer votre formation continue, guideront vos pas pourvu que vous soyez animés par une ferme volonté de continuer à apprendre. Pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, de l'année judiciaire écoulée, la Cour d'appel de Bouaké a rendu 852 décisions toutes matières confondues sur un ensemble de 915 affaires dont elle a été saisie. Il en résulte un taux de traitement de 93%. Et pendant ce temps, ici à Abidjan, Epiphane Zorobalo prêtait serment en tant que nouveau président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. C'était devant la Cour des comptes, Sisa Kokodi, un événement qui symbolise l'engagement en faveur de la transparence, de la moralisation de la vie publique et de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Juliette Ouéa, Ami Sangari. La main droite levée, d'un ton solennel, Epiphane Zorobalo prête serment devant les membres de la Cour des comptes. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité, dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. À ses côtés, des présidents d'institutions, des autorités politiques,
Militaires, les membres de sa famille et autres chefs coutumiers, tous sont venus le soutenir. Epiphane Zoro-Balo, 4e président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, réitère son engagement dans la lutte et invite les populations à s'approprier les outils de détection et de dénonciation des actes de corruption. C'est ensemble, main dans la main, que nous pouvons parvenir à la moralisation de la vie publique et à lutter contre la corruption, qui est un impératif essentiel à la cohésion sociale, à la stabilité politique de la Côte d'Ivoire et au développement économique et social de notre nation. Nommé le 4 octobre 2023 par le président de la République Alassane Ouattara, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zoro-Balo, a désormais la responsabilité de réduire, voire mettre fin à la corruption et autres infractions assimilées dans tout le pays. Son mandat va durer 3 ans, renouvelable une fois. On quitte Abidjan, direction Swakopmund. C'est une magnifique ville et une station balnéaire de Namibie qui compte autour de 40 000 habitants. C'est cette belle cité qui abrite la 23e session ordinaire du Conseil de gouvernance de la FAE, la Facilité africaine de l'eau. Une rencontre de haut niveau qui réunit des ministres africains en charge de l'eau et des experts du secteur. Et parmi eux, Laurent Tchagba, qui sur place a défendu des projets nationaux dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. On voit cela avec Khalil Diomandé et Ngata Kwame, nos envoyés spéciaux en Namibie. C'est sur fond de défis que se tient la 23e session du Conseil de gouvernance de la FAE, la Facilité africaine de l'eau, dans la cité balnéaire de Swakopmund, en Namibie. Instituée en 2004, la FAE a pour vocation de mobiliser les ressources financières afin d'aider les pays africains à répondre aux besoins en eau et en assainissement. Elle a déjà soutenu plus de 133 projets pour un montant de plus de 115 milliards de francs CFA. Des résultats certes importants, mais encore beaucoup de challenges à relever, car environ 400 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Our funding rate ourselves. Le taux de contribution de chaque pays à cette organisation doit être accru. Lorsqu'on n'a pas accès à l'eau, lorsqu'on n'a pas accès à l'assainissement, aucune industrialisation ne peut se faire, aucun développement économique ne peut se faire. Notre objectif est d'entreprendre un certain nombre de mesures avec notre partenaire, la Banque africaine de développement, pour répondre aux besoins de ces millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. 400 million that have no access to water. Les besoins d'investissement dans le domaine de l'assainissement sont importants. Il va falloir prendre les devants de façon à mobiliser les ressources suffisamment conséquentes pour faire face à ces besoins d'investissement-là. Vu les besoins pressants en eau, la FAE entend porter 80 nouvelles initiatives avec un fonds d'environ 153 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire ne veut aucunement manquer cette opportunité. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, fait un plaidoyer pour le financement de 5 projets pour son département et celui de son collègue de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. La Côte d'Ivoire, particulièrement dans le milieu rural, lutte pour la latrinisation. Le financement public seul ne suffit pas. Donc quand on a la possibilité de mobiliser des ressources au niveau international, surtout que ces financements ne sont pas des financements remboursables, il est toujours bon de se battre pour cela. Ne serait-ce que la prise en compte de 150 écoles qui n'ont pas de latrines, mais vous allez voir que l'impact va être très fort au niveau des enfants qui vont à l'école dans les bonnes conditions. Laurent Tchagba a également proposé une révision de la dénomination de la Facilité africaine de l'eau, en y ajoutant notamment le volet assainissement. Une proposition jugée pertinente et adoptée par le président de l'organisation au regard des défis dans le secteur. La 23e session ordinaire du Conseil de gouvernance de la FAE a vu également l'adoption du plan d'action de l'organisation pour l'année 2024. Dans quelques mois seulement, la Côte d'Ivoire sera dotée d'une plateforme numérique moderne offrant des données nécessaires, notamment à la sécurisation et la maîtrise des infrastructures industrielles. Ce sera au terme du programme national d'identification des opérateurs économiques et des zones industrielles, programme qui a été lancé récemment par la SOGEDI, la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles. Les précisions de Léon Brokwame.
Il contribue pour 22% au produit intérieur brut. Le secteur industriel, c'est une croissance annuelle moyenne d'environ 8% depuis 2015. Une dynamique sans données fiables assure par exemple la population d'investisseurs, les opérateurs économiques, les espaces occupés. Des contre-performances que la Société de gestion des infrastructures industrielles, en abrégé SOGEDI, s'attelle à corriger. Il s'agit de mettre en place un outil structurant qui va nous permettre non seulement d'identifier individuellement nos opérateurs, en même temps de connaître la structuration de l'investissement, de savoir quels sont les investissements qu'ils font, dans quel domaine, quels sont les emplois qu'ils offrent. Tout cet ensemble-là est régenté dans un outil intelligent qui peut permettre à l'État de mieux planifier les zones, de mieux planifier le développement industriel. Moyen d'action de la SOGEDI, le programme national d'identification des opérateurs économiques et monographie des zones et espaces industriels. 10 actes à exécuter en 10 mois avec l'appui technique du CNTIG, le Centre national de télédétection et d'information géographique. Quand vous n'avez pas répertorié tous les opérateurs économiques, surtout les industriels, vous ne pouvez pas avoir des redevances. Donc en 10 mois, on doit avoir un système fiable qui est déjà déployé et qui peut permettre à la SOGEDI de commencer à fonctionner. Finalité de la plateforme de la SOGEDI, projection, sécurisation et maîtrise des infrastructures industrielles. C'est le couronnement des réformes du gouvernement pour mettre la Côte d'Ivoire au standard des pays industriels leaders selon la tutelle. Ce programme vise avant tout à renforcer le dialogue social et sectoriel État-secteur industriel afin de promouvoir un meilleur épanouissement des investisseurs pour l'industrialisation et l'amélioration du climat des affaires. Au moins 2 milliards de francs CFA, coût du programme national d'identification des opérateurs économiques et monographie des zones et espaces industriels. La 9e édition des Journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises prévues dans une quinzaine de jours est placée sous le thème « La franchise comme modèle de développement des PME pour le commerce international ». L'information a été donnée aux journalistes cette semaine par la FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Jean-Marc Djadji, compte rendu. Du 24 au 26 novembre prochain à Abidjan, 33 000 petites et moyennes entreprises, membres de la Fédération ivoirienne des PME, FIPME, exposeront leur savoir-faire. Ceci à l'occasion de la 9e édition des Journées nationales promotionnelles des PME. Face à la presse, le comité d'organisation passe en revue les objectifs, les opportunités et articulations de ce salon. Ça pourra permettre aux PME de rencontrer les décideurs, les partenaires, pour mieux envisager leurs activités dans les années à venir. La franchise comme modèle de développement des PME pour le commerce international est le thème retenu pour ces échanges. La première journée donc, de cet événement est consacrée justement à l'État et ses structures et ses démembrements qui viendront nous présenter également tout ce que l'État de Côte d'Ivoire, dans son organisation, a mis en place pour permettre un écosystème favorable au développement donc, des PME. Ce sont plus de 3000 entreprises et chefs d'entreprise qui sont attendus pour des partages d'expériences. Les PME de pays tels que la Tunisie, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo seront à l'honneur de cet événement. Les Journées nationales promotionnelles des PME sont initiées chaque année par le FIPME en collaboration avec le ministère de tutelle. La lutte contre la fuite des produits agricoles aux différentes frontières de Côte d'Ivoire s'accentue. La gendarmerie nationale vient de faire une importante saisie de stock de café à Yamoussoukro. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Cette saisie a été effectuée en 2 phases. La première opération est l'interception d'un camion transportant du café à Lolobo sur l'axe Yamoussoukro-Tiebissou. Déclaré comme contenant des sacs jute vite usagés, ce camion transportait en réalité une importante quantité de café camouflé en dessous des sacs. La deuxième phase est la découverte du magasin de stockage au quartier Bailly de Yamoussoukro. Le total du stock de café saisi est estimé à 100 tonnes. Une perte énorme pour l'économie ivoirienne. Il faut dire merci à la gendarmerie de Côte d'Ivoire, notamment la gendarmerie de Yamoussoukro, avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration. Grâce à leur sollicitude, on a pu mettre quand même la main sur ce produit que vous voyez derrière moi. Il faut renforcer la logistique au niveau de la gendarmerie, leur permettre d'être très efficaces.
Les 3 individus impliqués dans cette atteinte à la législation sur la commercialisation des produits agricoles ont été mis aux arrêts. Les fraudeurs encourent une peine d'emprisonnement ferme de 1 à 10 ans, assortie d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions. Pour cette campagne de commercialisation en cours, le prix du kilogramme de café Borchamp a été fixé à 900 francs et celui du cacao à 1000 francs. Et je vous le disais au sommaire, le Qatar négocie la libération d'une dizaine d'otages, pour moitié des Américains, détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, en échange d'une trêve humanitaire de 3 jours. C'est en tout cas ce qu'affirme une source proche du mouvement palestinien, ce qui confirme une nouvelle fois le rôle clé mais aussi complexe de la monarchie du Golfe. Officiellement, l'Émirat n'entretient pas de relations diplomatiques officielles avec Israël, mais est un partenaire clé des États-Unis puisque Washington l'avait désigné l'année dernière comme allié majeur non membre de l'OTAN. La monarchie héberge par ailleurs un bureau politique du Hamas, groupe avec lequel il entretient aussi des relations financières. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je reviens demain chez vous dès 13h.